Déjà, on peut remercier le ministère de la Justice d'être représenté par 4 administrations, ce qui est quand même pas anecdotique et pas souvent hein, de vous avoir en même temps. Donc, on a dans nos discussions privilégié un ordre de parole qui serait d'abord la représentante du SADJAV, ensuite celle de la PJJ, ensuite celle de l'administration pénitentiaire, et on finira par la direction des affaires criminelles et des grâces. Donc, j'invite Mélanie Biraghi, rédactrice au bureau de l'aide aux victimes et donc qui est bureau de l'aide aux victimes qui est dans le cadre du service de l'accès au droit à la justice et à l'aide aux victimes. Et je regrette depuis des années que politique associative a disparu de l'acronyme de ce service. Enfin, un jour ou l'autre, il est dans le bureau. Ouais. Et un jour ou l'autre, peut-être qu'il reviendra. Alors, d'intervenir donc sur les réflexions qui sont menées au sein du ministère sur la justice restaurative, dans l'objectif de cette fameuse circulaire qu'on nous annonce pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Je vous invite surtout à questionner les chercheurs qui sont en face de vous, parce qu'ils sont avides de vos questions, ils sont avides d'y répondre, faisons en sorte effectivement que ce soit le plus interactif possible. À vous. Merci beaucoup. Je remercie encore, M. Bedorf l'a déjà fait, mais je remercie encore Citoyens et Justice de nous avoir invités donc, pour participer à cette conférence. Et je remercie bien sûr les intervenants de ce matin qui ont donné matière à notre réflexion. On voulait, dans un premier temps, vous présenter un peu le travail du ministère sur la question de la justice restaurative et vous présenter rapidement la façon dont les différents acteurs donc, de la sphère judiciaire se sont appropriés ce nouveau concept et donc les remontées qu'on a eues du terrain ces dernières années et tous ces derniers mois. Je voulais introduire rapidement en me rappelant le travail de la démarche commune qui avait été entreprise donc, par les directions du ministère de la Justice en amont de la loi du 15 août 2014, mais aussi surtout après l'adoption de la loi. Donc les directions du ministère se sont réunies pour essayer d'établir un cadre commun et surtout des axes méthodologiques en fait, pour essayer de susciter les initiatives de terrain et de donner des axes justement pour que les acteurs de la sphère judiciaire puissent s'emparer de ce sujet et développer des initiatives. Donc je crois d'ailleurs que cette fiche avait été transmise par la Fédération Citoyens et Justice aux différentes associations. Voilà, ça se présente sous la forme vraiment d'une fiche méthodologique qui a été diffusée à la fin de l'année 2015 donc, par le SADJAV aux différentes juridictions, par la direction de l'administration pénitentiaire au service pénitentiaire d'insertion et de probation, par la direction de la protection sur la jeunesse au service déconcentré de la PJJ. Donc rapidement, cette fiche rappelait d'abord les principes directeurs posés par la loi, à savoir le fait que le dispositif est applicable à toutes les infractions dans le cadre de toutes les procédures, à tous les stades de la procédure. Le fait bien sûr que les faits doivent être reconnus par l'auteur de l'infraction, que la victime et l'auteur doivent consentir expressément à cette mesure après avoir reçu une information complète, le fait que la mesure doit être mise en œuvre par un tiers indépendant et formé, que le contrôle du déroulement et des résultats de la mesure doit se faire, revient à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire. Et bien sûr que les échanges qui ont lieu au cours de cette mesure sont confidentiels, sauf accord des parties ou intérêt supérieur. La fiche méthodologique a aussi dégagé quelques principes d'action, comme le fait que les échanges doivent être vraiment sécurisés, c'est-à-dire que les participants doivent être préparés, que l'opportunité de la mesure doit être évaluée et que l'accompagnement psychologique soit prévu pour les participants. Un autre principe, c'est celui de la gratuité du caractère volontaire de la mesure. Voilà, le consentement est prévu par la loi et la fiche méthodologique précise que chacun a la possibilité de quitter le dispositif s'il le souhaite à tout moment. Ça induit aussi une absence de contrepartie de la mesure, puisque la mesure ne doit pas avoir d'incidence sur la sanction, sur l'exécution de la peine. Et la décision de quitter éventuellement le dispositif ne doit pas être préjudiciable à l'intéressé. Et l'idée aussi de la fiche méthodologique, c'était de donner des pistes pour qu'il y ait vraiment une maturation du projet entre les différents acteurs impliqués.
Donc voilà, éventuellement mettre en place un cahier des charges, un comité de pilotage, voire des conventions, c'est ce qui se fait sur plusieurs ressorts. Donc l'idée de cette fiche, c'était vraiment d'encourager les initiatives, les expérimentations et de permettre aux différents acteurs de s'emparer de ce sujet. Je vais tout de suite laisser la parole donc à mes collègues qui vont vous préciser un peu comment les différentes directions envisagent la justice restaurative et comment les acteurs se sont appropriés le sujet. Donc je laisse tout d'abord la parole à Madame Cécile Lalumière, qui est chef du bureau des méthodes et de l'action éducative à la protection judiciaire de la jeunesse. Qui a l'occasion de rebondir aussi sur les propos de Lode Valgrave ce matin, qui a parlé des mineurs, avec la spécificité de la justice des mineurs en France. J'aurais une question ou deux aux intervenants. Alors, pourquoi j'interviens tout de suite? C'est parce que pour la PJJ, vous allez voir, ça va être assez rapide. C'est un peu une intervention, c'est un peu l'école de l'humilité, puisque on est en train de travailler à la traduction pour nos services de cette loi et de cette mesure de justice restaurative. Et pour certains, si vous m'avez vu en parler au mois de juin à l'ENPJJ, on était parti sur une hypothèse très haute qui était de faire en sorte de pouvoir avoir une mesure dédiée dans l'ordonnance de 45, ce qui n'a pas été possible parce que le calendrier parlementaire est complètement coincé. On n'a pas pu pousser ce principe qui nous permettait quand même d'avoir une mesure ordonnée avec un contenu qui est un peu notre manière traditionnelle d'intervenir et qui permet aussi à nos services d'avoir un cadre. Donc là, on fait différemment. On est parti sur une approche beaucoup plus pragmatique, donc c'est qui va se traduire dans cette circulaire sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et pour autant, les enjeux restent ceux qui ont toujours été ceux qui conduisent la direction la protection judiciaire de la jeunesse. C'est un enjeu éducatif. Donc c'est accompagner l'évolution des mineurs vers la réparation des préjudices directs causés à la victime, mais aussi vers la prise de conscience de ses répercussions sur l'ensemble de la communauté. Alors, c'est des choses que nous faisons dans l'exercice des mesures de manière, je dirais, quotidienne dans les services, sauf que l'enjeu avec la justice restaurative, c'est que nos services, notre intervention est centrée sur l'auteur, sur l'acte commis. La victime, elle n'est pas, on va dire, présente, incarnée directement. Voilà, il y a des exemples de réparation directe dont je vais vous parler, mais globalement, c'est quand même restreint à un type d'infraction et c'est quand même pas ce qui est pratiqué de manière large dans le cadre de l'exercice des mesures. Donc, un enjeu aussi pour nous, c'est d'adapter les principes de la justice restaurative aux besoins et capacités des mineurs pris en charge par les services. Et là, c'est vrai que sur la question de la responsabilité active dont vous parliez, au regard de la question de la maturité des mineurs et de leur manière d'appréhender leur projection, voilà, de comment ils se projettent dans les faits qu'ils ont commis. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous semble un point clé de travailler sur cette évaluation-là. Et encore, on n'a pas forcément, on va dire, encore d'outils pour pouvoir apprécier la possibilité de proposer ce type de mesures. Donc si vous avez des éléments, des réflexions, ça nous intéresse beaucoup. Donc aussi une question qui nous traverse, c'est la question de l'organisation, puisque Madame Biraghi vous en parlait, on a une fiche méthodologique avec des principes et notamment celle de l'intervention d'un tiers indépendant et formé. Alors pour la protection judiciaire de la jeunesse, cette question du tiers indépendant, la formation, on y travaille avec l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse qui a intégré récemment une docteure en criminologie, spécialiste de la justice restaurative, qui va nourrir la réflexion. Mais sur le tiers indépendant dans la mise en place, l'organisation de la mesure, est-ce que ça va être une association
à laquelle on va faire appel? Est-ce que ça va être une organisation propre en interne, c'est-à-dire au sein d'une même unité, un autre éducateur, ou au sein d'un même service territorial, une autre unité éducative? Vous voyez, c'est des questions qui nous traversent, et pour l'instant, on n'est vraiment pas encore, on n'a pas encore décidé. D'ailleurs, c'est très ouvert, hein, ça ne veut pas dire que l'une exclut l'autre, mais bon, voilà, je ne peux pas encore vous apporter de réponse sur ce sujet-là. C'est à construire. Pourtant, on a quand même des bases solides sur la question, alors peut-être pas de la justice restaurative, mais sur l'esprit, puisque depuis janvier de 1993, la loi instaure la mesure de réparation. Donc ça fait plus de 20 ans qu'elles sont mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et par les services habilités. Je vais vous donner quelques exemples rapides pour pas monopoliser trop la parole d'exemples de mesures de réparation qu'on a sélectionnées avec mon équipe parce qu'elles sont imprégnées de la philosophie de la justice restaurative telle qu'on l'a posée dans la fiche méthodologique. Alors c'est une action qui s'intitule le parcours de la victime, au cours de laquelle c'est un groupe de mineurs auteurs de violences qui doit réaliser les étapes parcourues par une victime d'infraction. Alors depuis son passage à l'hôpital pour faire constater ses blessures, jusqu'à la rencontre avec une association d'aide aux victimes, en passant par le commissariat, le dépôt de plainte. Donc c'est tout un parcours qui est pensé, structuré et organisé par le service avec un groupe d'adolescents. Une autre action, c'est avec un groupe de mineurs auteurs de délits routiers. C'est une rencontre entre des jeunes et des patients hospitalisés dans un centre de rééducation. Et c'est suivi, donc c'est toute une rencontre, un échange qui est préparé avec des activités en fauteuil roulant. Puis des échanges avec les personnels hospitaliers. Et lors des activités en fauteuil roulant, tout le monde est au même niveau et tout le monde peut discuter, se comprendre et les jeunes peuvent aussi avoir cette prise de conscience concrète, expérimenter des difficultés, des dommages qu'ils ont causés. Autre chose qui est intéressant, alors qui est mis en œuvre, pas forcément, qui est mis en œuvre dans le cadre d'un placement, c'est lors de l'agression, c'est un jeune qui avait agressé une éducatrice dans un établissement, et l'action avait été intitulée Rencontre auteur-victime. Puisque l'idée c'est une agression, des violences. Les éducateurs ils sont confrontés régulièrement dans les établissements et il faut travailler à comment on gère cette violence et comment on gère l'après. L'idée c'est pas d'exclure systématiquement les jeunes. Il faut quand même continuer à exercer une mesure de placement. Il faut continuer à travailler. Il faut que les professionnels aussi puissent dépasser leurs ressentis, leurs difficultés. Donc c'était un travail qui a été organisé avec l'aide du service de milieu ouvert et des psychologues pour reparler des faits dans un cadre un peu extérieur et puis essayer de passer à autre chose. Voilà, donc c'est des mesures qui doivent, vous qui les exercez au quotidien, vous paraître banales, mais en même temps, elles nécessitent tout un travail d'appropriation collective et de réflexion pour pouvoir être mises en œuvre au sein des services. Alors, la différence un peu entre les mesures de réparation et la justice restaurative, je vous l'ai fait schématiquement. La mesure de réparation ne répond pas encore au principe de gratuité, au sens où il y a vraiment un lien entre l'exercice de la mesure et la décision du juge. Voilà, c'est ce qui guide aussi tout le travail éducatif, on a un certain nombre de choses à faire, des obligations, il faut évoluer, il faut avancer, et de là sera déterminée la réponse, on va dire la gradation de la réponse. La victime est rarement impliquée de manière directe, ça c'est un fait. On n'utilise pas les mesures de réparation pour les délits les plus graves, au contraire. Donc ça c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même pour nous un enjeu à creuser.
et les professionnels ne sont pas encore spécifiquement formés à la mise en œuvre des mesures de justice restaurative. Ce que je vous disais sur le tiers indépendant et puis les techniques de médiation. Voilà, on n'en est pas encore là. Donc sur la spécificité, je vous le disais en introduction, c'est vrai que votre analyse nous intéresse. Sur l'enjeu pour nous, c'est d'évaluer l'opportunité de proposer ces mesures pour des jeunes. Est-ce qu'ils sont en capacité de les comprendre? Est-ce qu'ils sont en capacité de s'y impliquer en ayant une pleine conscience des enjeux? C'est la question du degré de maturité. Et je me retrouvais assez dans ce que vous disiez sur la notion de processus, parce que pour les mineurs, on est, je pense, dans cette logique-là. Ce qui va compter, nous importer, pour le moment, c'est l'implication du jeune auteur. Alors c'est vrai que nous, on a une entrée très auteur, hein. Il va falloir aussi qu'on se bouge un petit peu sur la manière d'envisager les choses. Mais c'est sur la notion de processus, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'entrée dans le processus, puis à la fin, qu'est-ce qui peut changer dans l'esprit, dans la tête, dans la manière du mineur de se positionner par rapport à son acte commis, mais par rapport à la victime, puis par rapport aussi à la société, comment il voit les choses. Donc ça, c'est un de nos sujets. Et puis alors, une dernière question qui n'est pas des moindres, c'est la place des parents dans le processus, parce que en toute logique, ils doivent avoir une place, ils ont certainement leur mot à dire. J'en discutais avec Madame Bossard, c'est vrai que les parents d'auteurs mineurs, mais parents aussi de victimes mineures, parfois ce sont un auteur et une victime qui sont tous les deux mineurs. Parfois, ça peut être aussi un auteur mineur et une victime majeure, ou l'inverse. Et là, on n'est pas sur les mêmes logiques. Donc c'est vrai que c'est des sujets pour le moment sur lesquels on est un peu en réflexion. Et si vous pouvez nous apporter, si vous avez des exemples, des retours, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, je crois que j'ai terminé pour ma part. Madame Lalumière a questionné Lotte Valgrave au démarrage de son intervention, mais je pense que je poserai des questions complémentaires, parce que sur la place des parents, peut-être qu'Erwan Dieu a quelque chose à dire. Et puis Antonio, avec la longue expérience qu'a Médiante, les activités de Médiante concernent les mineurs. Quelle part, qu'est-ce que vous avez développé comme protocole d'évaluation? Ça pourrait répondre aussi aux questionnements que la PJJ vient d'exprimer. Je ne vais rien faire. Alors, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, c'est formidable. Oui, votre intervention pourrait donner lieu à une nouvelle conférence. Si vous avez quelques heures, je peux... Mais quelques idées quand même. Pour commencer, quelles sont les limites à la justice restaurative, aussi pour les mineurs? Pour moi, j'en vois deux. Même étant maximaliste, je vois deux limites. C'est d'une part, en effet, le souci pour la sécurité publique. Il est vrai que parfois, il y a des délinquants qu'il faut en tout cas enfermer. Il n'y a rien à faire. Hein. Non seulement enfermer le délinquant parce qu'il est dangereux, encore dangereux, mais aussi parce qu'il y a des dangers de vengeance de familles, de victimes, etc. Donc, sécurité publique. Deuxièmement, et là, ça devient plus intéressant pour vous, c'est en effet la capacité de l'acteur du délit. Hein? Est-ce qu'il ou elle est capable de comprendre ce qu'il a fait ou elle a fait? Est-ce qu'il ou elle est capable de ressentir un certain élément d'empathie, etc. Hein? Il faut mesurer ça. Et je pense que c'est là, dans la pratique, c'est le rôle des médiateurs qui vont faire une visite dans les médiations directes. Avant de rassembler, de mettre ensemble les deux parties, si vous voulez, ils vont faire une visite à la maison, chez la victime et chez celui qui a commis l'acte, justement, entre autres, pour
estimer si oui ou non c'est faisable. Et on doit constater que déjà, même si le juge a référé un cas vers un service pour cette médiation, ou cette concertation en Belgique, hein, il y a pas mal de situations dans lesquelles les médiateurs, en rentrant, disent non, je préfère ne pas le faire. Moi, je pense qu'ils ont trop peur. Hein. Moi, je pense qu'ils elles exagèrent. Mais enfin, peut-être qu'il est préférable qu'ils soient prudents qu'ils se jettent dans des choses, dans des aventures qui... Ça, c'est vrai, hein, une chose. Donc, il y a des limites. Deuxième élément, la responsabilité. Il est vrai que la responsabilité n'est pas une notion noir et blanc. Noir et blanche, la responsabilité. Bon, hein, parce que nous aussi, nous ne pouvons pas toujours assumer toute notre responsabilité. Et surtout, un petit enfant ne l'a pas. Un adulte, un majeur d'âge est supposé, mais nous savons tous que ce n'est pas toujours vrai. Il y a donc toute une période grise. Une période. Et dans cette période, et je pense que surtout dans l'adolescence, la puberté et l'adolescence, c'est clair que c'est des transitions. Mais la responsabilité, ça s'apprend. Il ne faut donc pas rejeter dès le début, pour tout adolescent, l'idée qu'un adolescent peut prendre des responsabilités, parce que là, en fait, on lui faisait un tort, on lui ferait un tort. Il doit je parle en masculin maintenant, il doit l'apprendre. Et dans toute la période d'adolescence, et c'est dans l'éducation aussi, on peut parler d'une responsabilité assistée, une responsabilité accompagnée. Normalement, c'est les parents hein, qui donnent des tâches, des missions aux jeunes et ils donnent des commentaires si ça va bien, ça fait partie de l'éducation. Eh bien, dans ce cas-là aussi, je pense que les adolescents, dans la situation, doivent apprendre à prendre responsabilité aussi vis-à-vis de la société. Et donc, je pense que la société a le droit, pour les adolescents, de leur indiquer leurs responsabilités. Mais une responsabilité accompagnée, hein, une responsabilité soutenue et d'une façon constructive. Tu as la possibilité de faire quelque chose, de compenser ou de réparer. C'est justement ça. Ça s'apprend beaucoup plus, je pense, que si on lui donne le signe de dire que toi, tu n'es pas encore adulte, tu n'en peux rien, hein, je vais t'enfermer pour quelques années pour t'apprendre à te conduire. C'est pas ça. C'est beaucoup plus intéressant, plus éducatif aussi pour l'adolescent, d'être confronté avec une responsabilité, mais d'une façon constructive, dans un climat de respect et de soutien. Et là, je pense que ça se fait en effet dans une conférence ou dans une médiation, s'il est bien fait. Les personnes se rencontrent, c'est une rencontre, et si tout va bien, il y a le respect, il y a le soutien, même pour celui qui a commis l'acte, tout en lui indiquant sa responsabilité. Hein. C'est crucial. Et même c'est ce climat aussi de responsabilité et de soutien et de respect qui donne aussi l'occasion aux jeunes et à ses parents, là, je pense que mes collègues vont en parler beaucoup plus, de se rendre compte et d'être ouverts à l'idée que, ah bon, en effet, chez nous, dans notre famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire quelque chose. Et je pense que c'est de nouveau cette idée de respect qui donne cette ouverture. C'est différent que si un juge va imposer aussi aux parents des mesures d'assistance éducative, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, ouais. C'est la même chose. Parce que là, les parents se sentent inculpés, attaqués. Le juge dit, vous êtes coupables, vous aussi, aux parents. Tandis que dans une conférence, on demande aux parents, qu'est-ce que nous allons faire ensemble
pour trouver une solution. C'est tout à fait différent. Donc je pense que pour la réhabilitation... Oui, je m'arrête. Antonio. J'ai le garant du temps, donc c'est toujours un peu compliqué. Non, je voulais simplement une petite précision. Donc, Mediante, depuis 1998, ne travaille qu'avec des mineurs, qu'avec des auteurs majeurs. Mais c'est vrai que j'ai évoqué mon expérience antérieure dans les années 80 à explorer toutes ces possibilités-là dans les premières pratiques de mesures réparatrices pour les mineurs. Donc je peux donner quelques pistes par rapport à la question du statut du service, de l'implication des parents et de la place de la victime qui est difficile encore plus, davantage dans le champ des mineurs à intégrer. C'est clair que les premières expériences de tentatives de réparation impliquant la victime nous ont renvoyé des claques, des difficultés, des refus de victimes, etc. Donc cette réflexion sur comment impliquer la victime dans le processus se sont définies déjà, surtout dans le champ des mineurs à l'origine. Et une des premières, des premières dispositions, c'est vrai que c'était un peu le changement d'esprit. Il y a toute une série de mesures qui sont légitimement prises unilatéralement pour le jeune. C'est la mission de la protection de la jeunesse. Mais quand on implique la victime, il y a un décalage à opérer en disant, dans ce champ-là, je dois me mettre en position d'écouter la victime. Donc on est en position presque de service d'aide, d'écoute des victimes, de ce qu'elles ont. Et c'est en écoutant ce que les victimes ont ressenti et que l'on peut décoder en quoi le jeune peut être utile. Est-ce qu'elle a des questions? Est-ce qu'elle veut dire des choses? Etc. Donc Et pour arriver à ça, il y a quelque chose qui est lié au statut. C'est pour ça que... donc on n'avait pas, dans le cadre expérimental, la possibilité de décider, tiens, non, voilà, on est un service. Au départ, c'est un service de prestations éducatives et philanthropiques, de réparation indirecte, de travail à la communauté, etc. Donc on n'avait pas le pouvoir à certainement dire non, voilà, on est un service de médiation. Mais il a fallu opérer quand même en termes de personnes, en termes d'identité de service. Quand on écrit un courrier à la victime et l'entête est service de protection de la jeunesse, ça peut passer pour certaines victimes consentantes, compatissantes, etc., qui veulent s'intégrer directement dans l'éducation du mineur, etc. Mais si on monte dans les tours en termes de gravité, ça va caler. Et donc, il y a cette nécessité d'avoir un décentrage au niveau de l'identité du service dans cette mission-là. Et un petit mot sur l'implication des parents aussi. Mais là, l'implication des parents était presque une condition pour donner une crédibilité à la démarche de médiation. Dans le sens où les attentes de la victime, qu'elle soit victime d'un mineur ou des majeurs, elles peuvent se situer au niveau émotionnel, exprimer des choses, exprimer des questions, etc. Mais ces questions peuvent s'adresser tant aux jeunes qu'aux parents. Souvent, des victimes de faits commis par des mineurs se posent des questions sur les parents. Donc il y a moyen d'englober les parents dans ce dialogue, dans cette volonté de compréhension de la victime. Et sur le plan strictement pragmatique, qu'est-ce que le mineur qui n'est pas civilement responsable, lorsqu'il a commis des dommages, qu'est-ce qu'il peut produire à la victime? Donc il y a un manque de crédibilité qui se crée. Si on implique les parents, ça fait du win-win, puisque les parents aussi peuvent rentrer en tant que civilement responsables, à la fois répondre à des questions qu'eux se posent ou des éléments des sentiments qu'ils souhaitent adresser à la victime, mais aussi être impliqués dans le processus de réparation globale. Et ça donne de la crédibilité à la démarche d'impliquer des parents à ces deux niveaux. L'Aude veut intervenir. Erwan? Je voudrais juste, suite à mon intervention encore, mettre au clair que, alors que j'ai dit que la justice restaurative peut avoir un effet éducatif aussi pour les jeunes, c'est secondaire. Première chose, c'est la restauration. Ce n'est que juste vis-à-vis de la victime. Hein? Mais ce n'est pas une contradiction à toutes les possibilités rééducatives et d'assistance. Il faut être clair là. Hein? Erwan. Oui, je vais ajouter 2-3 petites choses par rapport à ce qui a été dit. J'ai l'impression qu'il y avait la question de la responsabilisation active, et finalement ça pose
la question de la graduation, en fait. Est-ce qu'on parle de la conscientisation, de la responsabilisation, voire même ce qu'il y aurait en dessous de la conscientisation? À quel niveau on permet à la personne de rentrer en restauration, dans un schéma restauratif? Et finalement, à qui finalement doit décider ça? En principe, ce n'est pas aux professionnels de mettre ça en question. Si la personne a un besoin par rapport à ça, de s'exprimer, déjà on a à l'écouter, à l'entendre, peu importe ses capacités cognitives et son degré de responsabilisation a priori. Mais ça, c'est le principe. Ce que je veux dire par là, c'est que la question se pose dans d'autres schémas réhabilitatifs, dans les services de contrôle socio-judiciaire, dans les services pénitentiaires. La question se pose souvent déjà quand on intervient auprès d'auteurs, qu'on leur fasse rencontrer des victimes ou qu'on amène un service de justice, d'un service d'aide aux victimes, pendant des groupes, des PPR par exemple. La question se pose déjà de savoir, est-ce que les auteurs que l'on intègre en réhabilitatif, est-ce que ce sont des personnes qui conscientisent leur acte? Est-ce que ce sont des personnes qui se sentent responsables? La question vient déjà en fait. C'est-à-dire que l'on soit sur un versant restauratif, réhabilitatif ou autre, on se pose toujours cette interrogation. Tout comme pour l'empathie. On pose souvent cette question de l'empathie pour savoir est-ce que les auteurs vers qui on va travailler, finalement, pour qui on va proposer un soutien, est-ce qu'ils ont des mécanismes d'empathie suffisants? Ces questions sont assez étranges parce que sous plein d'angles, elles ont été remises en question. Sous l'angle de la récidive, on sait que le déni de victime, par exemple, n'a pas de grand lien. Le niveau d'empathie n'a pas de grand lien non plus avec la question de la récidive. Donc au final, à qui profite cette question? Est-ce que l'empathie qui est attendue, c'est un mécanisme ou c'est un but? Si c'est un mécanisme, en effet, c'est dur d'envoyer quelqu'un en justice restaurative, puisqu'on va jouer en tant que mécanisme sur sa capacité d'empathie, et s'il n'en a pas, on va estimer qu'on l'envoie finalement en grande difficulté, quoi. Si c'est un but, que c'est quelque chose qui peut se développer, si c'est un processus restauratif, peu importe à la base qu'il ait des difficultés, auteur comme victime. Puisque l'objectif n'est pas forcément de suite d'écouter l'autre, mais déjà de transmettre à l'autre nos souffrances. L'empathie à la base, c'est quelque chose de... Avant qu'on en parle en psychologie, avant qu'on en parle même en philosophie des Lumières écossaise, à la base, l'empathie, c'est ce que l'on ressent devant une œuvre d'art. C'est la sensation particulière que l'on éprouve face à une œuvre d'art. C'est pas écouter l'œuvre, c'est pas se mettre à la place d'eux ou quoi que ce soit. C'est la sensation, le ressenti particulier que l'on éprouve face à quelque chose, quand on est là. Après, on a développé des choses qui ne sont en réalité pas de l'ordre de l'empathie, mais ce qu'on appelle la théorie d'esprit, c'est-à-dire la capacité intellectuelle à se mettre à la place de quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Je pense que par rapport à ça, il faut aller bien au-delà de l'infraction, puisque l'empathie n'est pas qu'une question d'infraction. La justice restaurative n'est pas que rentrer en contact avec sa victime, donc c'est pas grave. C'est pas forcément nécessaire dans le sens où, de toute façon, le facilitateur, le médiateur, fait office de miroir social sur ce qui s'est produit, fait office aussi de miroir des normes sociales, et donc nous met en difficulté aussi par rapport à notre responsabilisation, nous questionne. Ce qui est important, c'est qu'il y ait l'espace de communication pour entrer en relation. Donc ça, c'est nécessaire. Cet espace de communication, c'est le principe d'accueil ou d'hospitalité. Hospitalité, ça vient d'hospice et d'hostilité. On ne peut avoir une hospitalité qu'envers les personnes pour qui on n'est pas d'accord. Sinon, évidemment, c'est trop simple. Donc, est-ce que ça recouvre, que ce soit avec la famille, que ce soit avec le jeune, qui est la victime ou pas, est-ce que cela permet une communication? Est-ce que ça permet de travailler sur des relations de pouvoir possibles? La personne qui est en face de nous, c'est un alter non ego, en fait. Qu'on s'estime en dessous ou au-dessus, l'infraction a cassé quelque chose dans le lien social. Est-ce que ça permet des perspectives futures? Pour la famille, pour l'intégrer, la question qu'il y a par rapport aux jeunes, je pense que c'est la question de son plan de vie, en fait. Quel sens il met à son plan de vie et comment la famille peut essayer de l'intégrer? Ce qui pose plein de questions, c'est d'établir un plan de vie, mettre à plat avec les professionnels et la famille qui peut s'impliquer sur quoi, et finalement, dans le processus restauratif, est-ce qu'il peut y avoir, lui, un besoin? Après, sur savoir est-ce qu'il faut toucher des infractions qui ont plus ou moins de gravité, je crois qu'on n'a pas encore répondu, plus ou moins de gravité, il y a un principe qui s'appelle le principe de l'intérêt proportionné ambivalent. C'est bien, on aurait pu faire quelque chose de plus simple, mais bon. Le principe de l'intérêt proportionné, c'est que les auteurs et les victimes, quand on les interroge, c'est que plus l'infraction est grave, plus évidemment il y a un intérêt à se positionner, à l'investir. Je vous le dis à l'envers, il y a pas mal d'auteurs et de victimes, quand on les contacte, qu'on leur propose d'aller échanger et de parler de l'infraction. Lorsque l'infraction est un fait mineur, ils vont nous dire non, mais pourquoi en faire toute une procédure? Si c'était plus grave, je viendrais évidemment. Principe de l'intérêt proportionné. On dit qu'il est ambivalent parce que plus c'est grave, plus on en a besoin, et évidemment, plus ça nous fait peur. Donc,
tout l'intérêt d'être bien informé, d'être sécurisé, etc. Donc j'aurais tendance à dire que si les professionnels ont les méthodes, les moyens adéquats, etc., plus c'est grave, plus c'est important. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de vos interventions. Je vais céder la parole donc à Madame Lafont, qui est chef de bureau des pratiques professionnelles en SPIP pour la direction de l'administration pénitentiaire. Merci. Alors, pour la direction de l'administration pénitentiaire, on a eu la chance de pouvoir amorcer une réflexion grâce à des expérimentations qui avaient été menées en amont de la consécration législative, principalement donc, les rendez-vous détenus victimes à Poissy et le cercle de soutien et de responsabilisation qui est mis en place par le SPIP des Yvelines. La fiche méthodologique dont a parlé Saljave, avant tout pour nous, c'était l'occasion de donner des premiers éléments de définition, et on a vu ce matin que ce n'était pas forcément simple, de poser des grands principes, notamment ceux qui étaient définis par la loi, et aussi d'insister sur la nécessité d'une phase de préparation longue, sur une dynamique qui est nécessairement partenariale, et sur le fait que la formation était incontournable. C'était pour nous avant tout, ça permettait avant tout de sensibiliser des services qui étaient encore que très peu acculturés. Mais au final, sa diffusion, ça a surtout mis en exergue un certain engouement des services pénitentiaires d'insertion et de probation en la matière, puisque sa diffusion a permis la réalisation d'un état des lieux national et que, à cette occasion, cet état des lieux a révélé qu'il y avait près de 25 SPIP, soit quasiment le quart d'entre eux, qui se déclaraient, donc c'était en fait à la fin de l'année dernière, engagés dans la démarche, que ce soit principalement pour mettre en place des rendez-vous détenus victimes ou des rendez-vous condamnés victimes en milieu ouvert, aussi pour mettre en place des cercles de soutien et de responsabilité, aussi d'autres dispositifs, parfois aussi, ce qui montre aussi la capacité d'innovation des terrains. Alors, évidemment, il y a peu de dispositifs qui sont encore mis en œuvre. La plupart des services sont encore dans une phase exploratoire ou dans une phase de préparation, et on sait que c'est particulièrement long avant d'arriver à maturité. Mais en tout cas, par rapport à ce contexte et dans l'attente de la circulaire, la direction de l'administration pénitentiaire, elle adopte aussi, à l'instar de la PJJ, une posture plutôt pragmatique, avec une démarche qui se veut plutôt empirique et inductive, à savoir notre objectif, c'est avant tout de soutenir les initiatives locales et de favoriser la réflexion autour d'un cadre méthodologique qui serait adapté. Pour ce faire, on a organisé par exemple une journée dédiée avec les directions interrégionales pour voir comment accompagner les services. On se déplace aussi, autant que faire se peut, au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour partager leurs questionnements quand ils élaborent un dispositif, à savoir quelle place pour le SPIP dans le partenariat, quelle articulation avec l'autorité judiciaire. Ça suscite beaucoup de questions chez les professionnels. Et tout ça pour dire qu'au final, si on fait un petit bilan, on peut quand même constater que pour nous, la justice restaurative, c'est une modalité d'intervention qui est nouvelle, complémentaire pour les professionnels en SPIP, qu'elle donne l'occasion de développer de nouvelles compétences, qu'elle donne l'occasion de diversifier et de développer de nouvelles formes de partenariat. À ce titre-là, on se situe, nous, essentiellement dans le champ post-sententiel, c'est-à-dire dans le cadre d'une mesure judiciaire qui est déjà existante, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça prend beaucoup d'énergie aux acteurs de terrain pour élaborer ces dispositifs, que pour ça c'est chronophage et qu'on sait qu'au final ça ne concerne aujourd'hui que très peu, qu'une faible proportion du public qu'on prend en charge. Maintenant, ce pourquoi l'ADAP est convaincue de l'intérêt de la démarche, c'est qu'effectivement c'est une pratique innovante qui renouvelle indéniablement la manière de prendre en charge l'auteur, et je crois qu'on peut aussi nous mobiliser la notion de responsabilité accompagnée pour les majeurs, que ça donne aussi l'occasion de faire une nouvelle place à la victime et ça donne l'occasion de nouer de nouvelles formes de partenariat. Et je crois que si ça suscite aussi une certaine forme d'engouement chez les acteurs, c'est que ça permet de la créativité et une démarche collective. Et pour ça, c'est forcément une plus-value pour les SPIP. Voilà.
Merci Madame Lafont. Je vais passer la parole à Madame Bossard qui aura sûrement à questionner aussi ses chercheurs. Elle est sous-directrice de la justice pénale générale à la grande direction des affaires criminelles et des grâces, comme sont les 3 autres directions du ministère qui sont ici représentées. Pas dans les mêmes locaux quand même, elle est restée à Vendôme, ce qui avait un peu un avantage quand même, je trouve. Madame Bossard. Merci. Je vais être rapide parce que le temps court vite. Un mot peut-être pour indiquer à ceux qui ne le savent pas à quoi sert la direction des affaires criminelles et des grâces, parce que autant il est sans doute très logique que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la direction de l'administration pénitentiaire, qui prennent en charge des publics, qui ont des services qui effectivement conçoivent des projets à titre personnel ou dans le cadre de partenariats avec des associations. Et donc il est assez naturel qu'elle puisse avoir un échange direct avec vous sur les pratiques. Autant pour la direction des affaires criminelles et des grâces, ça paraît peut-être un petit peu plus lointain. Donc la mission, alors il y en a plusieurs, je vais faire très court sur la direction des affaires criminelles et des grâces, et au-delà de la mission législative de préparer l'élaboration des projets de loi pour le ministre, c'est préparer les orientations de politique pénale du garde des Sceaux. Et dans le cadre des orientations de politique pénale, il y a bien sûr notamment la question des voies de poursuite ou des modes alternatifs. Et c'est notamment, et j'évoque aussi l'exécution des peines et les aménagements de peine. Et c'est donc dans le cadre de l'ensemble de cette palette qu'on a été amené, en association étroite avec les autres directions et sous l'articulation du service de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, à réfléchir à ce que peut être en France la justice restaurative dans le cadre légal qui est le nôtre. Alors, je ne vais pas être très longue pour une raison toute simple, c'est que notre réflexion, elle débute. Alors j'étais un petit peu rassurée avec nos collègues, on a été un petit peu rassurés parce qu'on a une commande effectivement de notre cabinet pour élaborer une circulaire à brève échéance, mais comme on a pris connaissance des délais de la Belgique pour élaborer la circulaire entre le projet pilote, on s'est dit que finalement on n'était pas totalement hors des clous. Donc bon, voilà. Mais enfin, on va surtout être bénéficier de l'ensemble de votre réflexion, de vos travaux, parce que ça nous a ouvert des horizons vraiment très vastes et c'était, je crois, très utile. Donc je remercie la Fédération Citoyenne Justice de nous avoir tous associés à votre conférence, parce que je crois qu'on va repartir chacun dans nos bureaux et nos directions avec des mots-clés, ou en tout cas plus que des mots-clés, l'envie sans doute de découvrir plus avant vos travaux, peut-être d'entrer en contact aussi avec vous pour travailler en lien avec la fédération également. Et j'en viens en fait à mes questions, puisque nous en sommes au stade des interrogations. Pour nous, Direction d'affaires criminelles et des grâces, l'une des, si ce n'est problématique, en tout cas articulation qui est essentielle, et je me tourne vers M. Bonatesta, c'est comment ces mesures peuvent s'intégrer dans les mesures pénales, et en tout cas, même si la justice restaurative peut aussi être conçue comme une mesure propre distincte, même si ce n'est pas notre schéma au vu du texte de loi, quel rendu compte est fait au procureur et au parquet. Vous avez évoqué de manière très succincte le fait qu'il y avait une restitution au procureur du roi, qui a un certain nombre de choses qui n'étaient pas portées à sa connaissance, et à juste titre, dans un souci de confidentialité. Cette notion de confidentialité, on l'a aussi dans notre texte. Et l'un des points forts de notre réflexion, c'est qu'il y a l'équilibre à trouver entre le principe de confidentialité et en même temps le contrôle de l'autorité judiciaire sur la justice restaurative, la nature de la connexion ou déconnexion avec les suites pénales, et donc surtout de quoi on rend compte, de quoi l'association, la structure en charge de la mesure de justice restaurative rend compte au parquet. Voilà ma question. Antonio, donc interpellé, si on peut faire une réponse relativement rapide, ce qui nous permettra de donner la parole à la salle. Véronique Dandonneau, qui est assise à côté du président, à un micro. Donc ça vous permet de vous préparer dans la salle. Après l'intervention d'Antonio, il y aura la possibilité de questionner tous les participants à cette table ronde. Bien, brièvement, donc l'extrait de la loi que j'ai proposé balise un peu schématiquement les questions à la fois de flux et de flux d'informations et de confidentialité. La notion de confidentialité, la question de la confidentialité ne devrait pas être conçue comme une précaution que prend le service en fonction d'une déontologie mystérieuse qu'il a envie de respecter. La question de la confidentialité, c'est un service qu'on rend aux parties
Et tout naturellement, la décantation entre ce qu'on renvoie et ce qu'on ne renvoie pas se fait en fonction de ce que les parties apportent. Généralement, ce qu'elles veulent rendre confidentiel n'est pas du tout intéressant pour l'autorité judiciaire. La victime a envie de poser quelques questions et elle a envie que ça reste confidentiel parce que la confidentialité est une garantie pour qu'elle ait ses réponses. Donc, au niveau impact, au niveau judiciaire, non seulement ça doit rester confidentiel, et en plus ça n'a pas d'intérêt de le communiquer. Et tout naturellement, on est les premiers à dire on ne va pas imposer de la confidentialité quand elle n'est pas nécessaire, quand les parties ne le souhaitent pas elles-mêmes. Lorsque dans cette phase de communication, elles en arrivent à un accord, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes d'engagement, surtout au stade de l'exécution de la peine, l'engagement que prend le détenu, où il va aller habiter quand il va sortir, les précautions qu'il prend pour ne pas importuner la victime. Tous ces éléments-là sont co-signés par les deux parties et sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire qui les transforme en conditions de libération conditionnelle ou conditions de probation. Et si on intervient avant la décision de poursuivre, on est dans le même schéma. C'est-à-dire les parties elles-mêmes n'ont aucun avantage à discuter d'éléments qui concernent directement la décision judiciaire sans vouloir en porter à la connaissance. Et donc concrètement, on communique aux magistrats que l'on est en train d'intervenir, que l'on intervient dans la phase présententielle, aussi pas seulement au niveau avant le parquet, tout simplement parce que c'est un besoin des parties qui sont en train de négocier, et donc ça n'a pas de sens de commencer à négocier quelque chose, généralement aussi en concertation avec les avocats, aussi quand la phase présententielle, et de ne pas informer l'autorité judiciaire qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Tant qu'elles sont à se parler de choses intimes, ça n'a pas de sens. À partir du moment où elles négocient, pour éviter un télescopage entre le processus de concertation et la décision judiciaire, il y a un dispositif, c'est trop long de l'expliquer dans toutes les méthodologies, de dire bon, on informe pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe, et à partir du moment où il y a un accord qui est convenu, il est transmis à l'autorité judiciaire. Je pourrais être plus long, mais on m'a imposé d'être bref, donc peut-être. Antonio, merci.